Bien, merci Dan pour cette présentation et merci pour l'invitation donc à partager une réflexion qui tourne donc autour de la science ouverte, une révolution nécessaire qui ne va pas laisser que des traces numériques. Alors comme Dan l'a précisé, moi je ne suis pas spécialiste, je me définis pas comme une experte en tout cas de la science ouverte. Je ne suis pas non plus éditrice, mais je m'intéresse du coup à la conception de technologies de l'intelligence et effectivement que j'observe à travers et que je conçois à travers les approches centrées utilisateurs. Donc l'idée, c'est, même si je ne suis pas experte, j'étudie maintenant depuis un certain nombre d'années et j'observe les mutations des technologies de l'intelligence en contexte scientifique et j'essaie tant bien que mal de contribuer à l'adaptation de ces technologies aux pratiques, usages et besoins des utilisateurs. Donc, comme on le dit souvent, l'histoire se répète et étant donné la place de cette conférence dans la programmation de ce colloque, il m'a paru opportun de débuter le propos par quelques rappels historiques sur révolution du secteur de l'édition scientifique. Alors, il est communément admis que l'édition scientifique débute au XVe siècle, dès la création de l'imprimerie. Et si, comme nous le rappelle entre autres Jacques Goudy, l'écriture est la possibilité du jeu de l'intellect sur la langue, l'imprimerie a offert aux savants la possibilité de se référer à des supports écrits pour appuyer et construire leurs recherches. Mais à cette époque-là, l'édition reste sous le joug de l'Église et de la monarchie qui en impose une censure. Dans ce nouvel ordre naissent des cercles savants qui, vers la fin du XVIIe, se structurent en académies, lesquelles firent paraître les premières revues scientifiques. Ces cercles savants, sous couvert d'une mission d'expertise et de jugement commandité par la monarchie, prenaient alors le pouvoir dans le domaine de la publication scientifique en s'abrogeant de la censure et se faisant de l'autorité de l'Église, et imposaient par là même leur influence sur les imprimeurs pour s'assurer le contrôle des médias. Ainsi, une autorité savante, en se servant de sa qualification d'expert reconnue par l'État, prenait le contrôle des moyens de diffusion et surtout des auteurs, puisque c'est elle qui définissait ce qu'ils relevaient ou non du domaine scientifique. Autant dire qu'il peut y avoir déjà un certain écho avec la science ouverte. Le XVIIIe siècle donc, peut être considéré comme le siècle de l'apogée du livre scientifique. La publication scientifique connut alors un réel essor du point de vue du rythme de diffusion et amorça la diversité thématique des revues. Parallèlement, il y a une professionnalisation des techniques liées à l'imprimé, et je me permets d'insister sur la professionnalisation des techniques liées au support d'inscription, ici l'imprimé, et des cadres juridiques qui les réglementent, puisqu'on observe aussi ces problématiques-là à l'aune de la science ouverte. Donc, durant la Troisième République, les universitaires développent librement leurs travaux de recherche et l'on voit émerger aussi de nouvelles disciplines. Le volume de publications allant crescendo, les professions de l'information se structurent, ainsi que les techniques documentaires qui vont permettre de répertorier et de mettre à disposition les produits de la recherche. Malgré les transformations de l'environnement de l'édition scientifique, les comptes rendus du CRAS conservent l'autorité sur la publication des travaux scientifiques durant le XIXe et le XXe siècle. Parallèlement, on insiste à un développement des présentations en séance publique des recherches par les auteurs, attestant ainsi de la légitimité et de l'autorité individuelle de l'auteur. Ainsi, durant presque 4 siècles, l'autorité est restée entre les mains des acteurs des académies et de la société savante, agrégeant autour d'eux des professionnels de la diffusion de l'information, qu'il s'agisse de bibliothécaires ou de documentalistes, et bien évidemment des éditeurs, tous réunis par une vision plus ou moins altruiste de l'édition scientifique. Les années 1970 marquent l'arrivée massive des revues scientifiques thématiques. Les publications scientifiques ne font plus seulement référence à une discipline, mais se spécialisent toujours davantage, rendant par là même poreuse la dimension disciplinaire. Cette diversification massive des revues conduit à 3 facteurs. Le premier, le déclin de l'autorité des académies. Le second, l'évolution des modes d'évaluation de la recherche. Et le troisième, les tensions entre les différents acteurs de la production et de l'édition scientifique.
À la fin du XXe, l'État diminue les subventions dédiées à la recherche scientifique. Les maisons d'édition deviennent des acteurs incontournables de la diffusion scientifique. Sous le joug donc de cette nouvelle autorité, les maisons d'édition, l'édition scientifique est précipitée dans la sphère marchande, dont les stigmates se font ressentir dès le début des années 90, avec, comme le souligne Ghislaine Chartron, des coûts inflationnistes des revues et des ouvrages qui circonscrivent notamment l'accès à ces ressources aux pays et institutions riches. L'augmentation également des délais de publication et aussi la mise à mal de l'indépendance de l'évaluation. Alors, je ne rentrerai pas trop dans le détail puisque notre collègue tout à l'heure lors de la table ronde, Anne-Laure Fischer, va intervenir sur ces aspects économiques. Mais si l'on s'interroge sur est-ce que l'édition scientifique est un secteur lucratif, trop lucratif, on peut à la volée présenter quelques pistes de réflexion. Parmi les 6 plus grands éditeurs mondiaux, 5 sont quand même cotés en bourse. Et là, on voit à l'écran l'évolution du chiffre d'affaires du plus gros éditeur commercial, qui est Elsevier. Et même si on voit par rapport à ce graphique qu'ils accusent une légère baisse depuis les années 2000 liée à la crise Covid, ils ont quand même eu ces 20 dernières années une augmentation de 48% de leur chiffre d'affaires. Et il faut savoir quand même que ce chiffre d'affaires, il est essentiellement lié à l'édition de la recherche. Alors, je ne résiste pas, forcément. Est-ce que quelqu'un se rappelle, dans le même temps, l'augmentation des salaires des enseignants-chercheurs ces 20 dernières années ? La question est mal posée, puisqu'il ne s'agit pas d'augmentation. Et les estimations montrent qu'en fait, on a perdu parallèlement entre 15 et 16% de pouvoir d'achat. Donc, je vous laisse en tirer les conclusions qui seront les vôtres. Alors certes, ma comparaison n'a pas lieu d'être, mais force est quand même de constater que Elsevier et consorts capitalisent sur le fruit du travail des chercheurs et enseignants-chercheurs. Pour compléter ce tableau, et donc sur les marges importantes de ces éditeurs commerciaux, voyons un peu le taux de marge de Elsevier ces 10 dernières années. Enfin, si on regarde le taux de marge de Elsevier ces 10 dernières années, on constate qu'il reste stable aux alentours de 18%. À titre comparatif, Google réalise un taux de marge net de 21%. Ça vous donne une petite idée quand même de à qui est-ce qu'on a affaire en termes d'éditeurs commerciaux. Et là, pour le coup, le comparatif est éloquent. Selon le rapport EPRIST présenté par Michel Vajou déjà en 2015, il pointait déjà que la rentabilité hors norme des plus grands éditeurs scientifiques mondiaux rendait difficile l'évolution vers de nouveaux modèles économiques. Et c'est effectivement le cas. Force est de constater que les marges des éditeurs font pâlir également de nombreuses sociétés et d'autres tentent de s'y engouffrer, les fameuses revues prédatrices. Ces dernières années, nous avons pu en observer une multiplication importante et ces revues prédatrices se caractérisent par plusieurs facteurs, par plusieurs traits de caractère, des frais de publication plus ou moins élevés, un processus d'évaluation par les pairs faible ou inexistant, une publication extrêmement rapide, une communication agressive à la limite du marketing, prônant bien évidemment l'important facteur d'impact de la dite revue, ou encore sa présence dans les bases de données scientifiques, qui bien évidemment présence qui se paye. Et enfin, les auteurs qui ne peuvent parfois plus accéder à leur propre production. Alors, si vous voulez avoir une liste de ces revues prédatrices, vous pourrez notamment aller voir celle de la COP ou de la DOAJ. Alors, bien évidemment, si on se pose la question si le profit des éditeurs est partagé, la réponse est non. Non, parce que les auteurs sont de plus en plus mis à contribution dans le processus de publication. Non, aussi parce que les auteurs et les droits d'auteur s'amenuisent.
on est passé à 10 voire 5% de frais d'auteur si les auteurs ne sont pas rémunérés directement en bon d'achat au sein de l'éditeur en question. Les rémunérations de la cession de droits des auteurs s'amenuisent, ce alors même qu'une partie des tâches, tapuscrit, mise en page, éléments de couverture, vérification de l'orthographe, faute de frappe, etc., quand ce n'est pas la totalité, incombe désormais aux auteurs ou coordinateurs. On peut donc s'interroger sur le rôle exact de certains éditeurs. Je ne les mets pas tous, évidemment, dans le même panier. Il y a de très bons éditeurs et d'autres qui peuvent être relayés tout simplement au rang d'imprimeurs. Rappelons aussi que les éditeurs ne rémunèrent pas le comité éditorial ni les experts. Bref, il y a un déséquilibre de plus en plus prégnant qui s'est instauré dans la relation entre les éditeurs et les chercheurs. Est-ce que le profit est partagé ailleurs? Donc, Anne-Laure Fischer le présentera par rapport au monde professionnel de l'information, documentaliste et bibliothèque. Eh bien là non plus, le profit n'est pas partagé puisque les bibliothèques peinent à acquérir les périodiques scientifiques. Les auteurs ne peuvent plus avoir accès à leur propre production. Bref, des voix s'élèvent pour dénoncer cet autoritarisme économique et l'inertie des politiques. Est-ce que tu peux juste expliquer le deuxième point? Qu'est-ce que ça veut dire que les auteurs ne peuvent plus accéder à leur propre production? Eh bien, à partir du moment où les bibliothèques, finalement, ne peuvent pas acheter concrètement les revues ou les bouquets de revues ou les livres, eh bien, on ne peut plus avoir accès directement. Mais ça, en fait, je le précise pas trop parce que Anne-Laure Fischer va revenir, en fait, sur cette partie-là. Mais on ne peut plus, du coup, avoir accès, dans une certaine mesure, dans les bibliothèques universitaires, aux fruits du travail des universitaires. À savoir donc que les bouquets périodiques peuvent désormais atteindre des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros, ce qui oblige les institutions à scruter à la loupe la consultation de ceux-ci, à reconsidérer leur politique d'acquisition et, dans bien des cas, de mettre fin à certains abonnements. Autant dire, comme je viens de le préciser, que les bibliothèques universitaires ne peuvent plus mettre à disposition des acteurs scientifiques la production dont ils sont les auteurs. Alors, ne soyons pas dupes, ce système est alimenté par le fameux « publish or perish », soit publier ou périr, que l'on impose aux chercheurs et enseignants-chercheurs pour avancer dans leur carrière professionnelle, ainsi qu'aux facteurs d'impact qui pointent les revues dans lesquelles il faut publier pour accroître sa visibilité. Parmi les différentes formes de publication liées à l'édition scientifique, les revues scientifiques se sont imposées comme le mode de communication privilégié des chercheurs. Dans le même temps, associées aux techniques de la bibliométrie, les revues sont devenues de véritables supports pour l'évaluation de la recherche, en témoigne d'ailleurs le référentiel de l'HCRS. Ceci a opéré un basculement entre une situation d'observation de l'état de la science vers l'étude de la production d'un chercheur, d'un laboratoire, voire d'un pays, pour l'évolution notamment des carrières ou la dotation de crédit. Le facteur d'impact, impact factor en anglais, est une mesure de la fréquence à laquelle les articles publiés dans une revue scientifique spécifique sont cités dans d'autres publications scientifiques au cours d'une période de temps donnée. C'est une métrique largement utilisée pour évaluer la notoriété et l'influence d'une revue académique dans un domaine particulier. Je ne rentrerai pas ici dans les détournements de cette métrique pour évaluer aussi les travaux des chercheurs, ni dans les nombreuses polémiques que le facteur d'impact génère, et je n'aborderai pas non plus le H-index utilisé par certains de nos collègues nord-européens pour recruter désormais les enseignants-chercheurs. Mais voilà, il y a quand même des biais. Retenons simplement que de publier en libre accès permet davantage de consultations et potentiellement davantage de citations. Bien évidemment, tout ça a donné lieu à une certaine grogne. Las d'un diktat
économique de plus en plus souvent au détriment des scientifiques, les chercheurs se sont rapidement emparés de la toile pour conduire des projets de publication scientifique, l'objectif étant de se soustraire à l'autorité et aux logiques marchandes des grands éditeurs scientifiques. Les éditeurs se sont donc vus obligés d'accepter les nouvelles règles du jeu, en partie par peur de perdre leur poule aux odeurs et de voir les auteurs se détourner définitivement de leurs services. Au fil des ans, le mouvement du libre accès se structure. On notera en particulier 3 grandes déclarations internationales en faveur de ce mouvement, mais également la loi pour une république numérique promulguée en 2016 qui stipule que toute recherche financée sur fonds publics peut et maintenant doit être déposée dans une archive ouverte dans un délai de 1 an pour ce qui concerne les LLA SHS ou de 6 mois pour les STM. On notera aussi que lié à ce mouvement du libre accès, le plan S daté de 2018 ainsi que le COSO, donc pour Comité pour la science ouverte, a été mis en place. Le CNRS également s'est engouffré dans ce mouvement du libre accès avec une volonté affichée par petits en 2019 d'atteindre 100% de publications en accès ouvert. Nous soulignerons aussi que le libre accès a lui aussi ses métriques et son système de métriques qui s'appelle les altmétriques. Ces altmétriques sont des mesures alternatives d'impact qui prennent de l'importance dans le cadre de l'évaluation de la recherche. Ils mesurent l'impact potentiel et immédiat d'un article scientifique en analysant sa dissémination et sa discussion, notamment par le biais des réseaux sociaux. Il permet aussi de détecter l'impact dit caché des articles. Par exemple, les articles cités seulement 10 fois sur Google Scholar, mais très diffusés dans la communauté scientifique en question. Comme nous venons de le voir, le numérique n'a pas véritablement renouvelé les formes de la communication scientifique, ni plus largement de l'édition de la recherche. Il a néanmoins profondément bouleversé ses aspects socio-économiques et in fine politiques, enfin pas de manière ostentatoire. Bien évidemment, pour comprendre cette évolution, je n'avais d'autre choix que d'avoir recours à une intelligence artificielle générative, en l'occurrence ChatGPT 3.5, illustration, s'il en est, de ce 4e paradigme sur lequel nous allons nous pencher à présent et qui régente, entre guillemets, l'ensemble de la science à l'heure actuelle et, à mon sens aussi, de la science ouverte. Alors, le problème de ChatGPT, c'est qu'il n'aime pas trop citer ses sources, voire refuse de les donner. Heureusement, mes connaissances m'ont permis de valider les propos qu'ils m'ont tenus. Donc, pour parler de l'évolution des paradigmes scientifiques et nous amener donc vers le 4e paradigme, il nous dit que le premier paradigme, c'était de la recherche principalement basée sur l'observation et l'expérimentation directe. Heureusement, nous en faisons encore, enfin, j'ose l'espérer. Le 2e paradigme, lui, est survenu avec l'avènement des ordinateurs, de leur capacité de calcul et de modélisation. Le 3e paradigme, lui, est lié à l'essor d'Internet, à l'exploitation essentiellement statistique de données massives et a permis le développement de l'apprentissage automatique. Et enfin, le 4e paradigme, qui est en cours à l'heure actuelle, porte sur les données. Les données occupent une place donc centrale dans ce 4e paradigme. L'IA, donc l'intelligence artificielle, l'apprentissage machine, sont désormais utilisés pour extraire, analyser les données et en extraire des informations. Certains diront que ce sont les machines qui feront désormais les découvertes scientifiques. En résumé, le 4e
paradigme représente une ère où la science s'appuie sur la puissance des données massives, de l'informatique avancée et de l'intelligence artificielle pour repousser les frontières de la recherche scientifique dans de nombreux domaines. Ce que je trouve intéressant ici et inquiétant à la fois, tout dépendra du point de vue, c'est que pour cette IA considérée comme la plus prometteuse de sa génération, la science et les pratiques scientifiques ont quand même une forte connotation vers celles qui sont utilisées en sciences dites formelles plutôt qu'en sciences sociales et plus largement en LLA SHS. Ce qui m'amuse également, c'est que l'IA a besoin de données massives pour faire son apprentissage et ses prédictions. Or, ces données, c'est bien évidemment nous qui allons les lui fournir, et notamment via les méthodes traditionnelles d'observation. Alors, j'ai continué à questionner un petit peu ChatGPT sur ce 4e paradigme en lui demandant s'il pouvait me donner une définition académique en citant l'auteur et la source du 4e paradigme. Et là, il m'a répondu « Je suis désolé, mais je n'ai pas accès à des sources spécifiques telles que des articles académiques, ni la capacité de citer les auteurs et les sources spécifiques. » Et il poursuit en disant « Si vous cherchez une définition académique du 4e paradigme, je vous recommande de consulter des bases de données académiques telles que Google Scholar ou des publications pertinentes dans des domaines tels que la science des données, l'informatique ou la recherche scientifique moderne. Vous devriez être alors en mesure de trouver des articles de recherche qui discutent du concept de 4e paradigme dans un contexte académique. » Pas mal, sa réponse. Qu'à cela ne tienne, je comprends à demi-mot qu'il a utilisé des sources sous licence et qu'en fait, il n'a pas le droit de les citer. Je poursuis donc mon interrogation en disant « Peux-tu me donner des auteurs qui ont travaillé sur le 4e paradigme ?» Question à laquelle il me répond que le 4e paradigme est principalement associé à l'initiative du Microsoft Research Fourth Paradigm, qui s'est concentré sur la manière dont les données massives, donc les big data et l'informatique avancée transforment la recherche scientifique. Et il me cite par ailleurs en détail les références, les biographies des auteurs de l'ouvrage de 2019 sur le 4e paradigme de Microsoft Research. Donc on voit bien là comment, tout ça pourquoi, comment les IA et comment l'exploitation des données, quelles qu'elles soient ou qu'elles soient, peuvent être utilisées malgré le fait qu'elles soient mises sous licence. Alors, qu'on retienne aussi par rapport à ce dialogue avec ChatGPT, toute information délivrée par ces IA dépendent bien évidemment du corpus qu'on leur a donné à ingurgiter et que forcément il y a nécessairement des biais. C'est que depuis aussi son ouverture au public, ChatGPT est beaucoup plus frileux maintenant à citer ses sources, ce qui laisse supposer qu'un bataillon de juristes spécialisés dans le droit de la propriété intellectuelle se sont abattus sur OpenIA pour faire respecter la loi de cette propriété intellectuelle. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il ne cite pas les sources, bien évidemment, mais on arrive en le questionnant à comprendre d'où est-ce qu'il tire ses sources. Alors, ce 4e paradigme propulse résolument la science dans une technoscience radicale, technoscience qui fait également écho à ce que Gaston Bachelard nommait la phénoménotechnique. Ainsi, comme le souligne Juliette Grange, si l'on se demande ce que c'est que l'innovation technique et scientifique, on peut effectivement parler de rupture, d'une émergence dans l'ordre de la pensée et dans l'activité, l'accès à un autre espace ou à un autre domaine d'objets. Bachelard énonce que la science contemporaine fait entrer l'homme dans un monde nouveau. Si l'homme pense la science, il se renouvelle également en tant qu'homme pensant. Et donc l'interaction importante entre science et technique. Les sciences doivent donc être vues comme une phénoménotechnique. Les sciences n'observent pas seulement des objets, des faits ou des phénomènes déjà là, elles les produisent également. Pour Bachelard, la phénoménotechnique étant la phénoménologie, car un concept est devenu scientifique dans la mesure où il est devenu technique et où il est accompagné d'une technique de réalisation.
Par ailleurs, comme le souligne Gilbert Hautois, si la science est une technoscience, elle soulève inévitablement des questions d'ordre moral, puisque ces objets techniques ou artefacts que nous utilisons dans nos activités scientifiques et nos pratiques quotidiennes de recherche influent nécessairement sur ces dernières et, dans certains cas, voire même souvent, configurent la méthodologie de la recherche. Ce quatrième paradigme qui a été en quelque sorte le déclencheur de la quatrième révolution industrielle. Le tsunami technologique porté par ce nouveau paradigme pourrait d'ailleurs conduire à une véritable rupture. D'ailleurs, pour Marc Alvey, ce n'est pas simplement une révolution, mais une renaissance, laquelle s'appuie sur 5 éléments communs pour vivre une bifurcation, une rupture écologique, une rupture économique, une rupture technologique, une rupture organisationnelle et une rupture philosophique. L'influence du quatrième paradigme dans l'industrie de l'édition de la recherche ne s'est pas fait attendre. D'ailleurs, si historiquement Elsevier se désigne comme un groupe éditorial, on peut se demander au regard de ce que cette entreprise utilise comme descripteur pour les résultats de requêtes sur les moteurs de recherche, si c'est bien toujours le cas. En l'occurrence, quand on fait une requête sur qui est Elsevier dans le moteur de recherche Google, on voit la description suivante. Elsevier est une entreprise mondiale d'analyse de données qui aide les instituts et les professionnels de santé à faire avancer la science et à améliorer leur performance. On peut donc à juste titre se demander si cette entreprise n'a pas été aux prises avec la bifurcation évoquée par Marc Alvey. Si on continue d'explorer un petit peu le site d'Elsevier, et en particulier la rubrique produits et solutions, eh bien nous comprenons rapidement que la stratégie économique réside désormais dans l'exploitation des données pour concevoir des outils d'aide à la décision ou des technologies de l'intelligence adaptées aux pratiques, usages et besoins des utilisateurs. Je rappelle, car nous sommes pas complètement concernés, en tout cas en LLA-SHS, que désormais, bon nombre de revues demandent à ce que les données de la recherche soient fournies en même temps que l'article pour apporter la preuve, la véracité des propos tenus au sein de l'article. Donc, bien évidemment, que ces éditeurs ne font plus seulement que capter les articles scientifiques, mais toutes les données de la recherche qui sont associés à ces articles. Je pense avoir désormais largement planté le décor, ou des décors plutôt, pour aborder plus avant la science ouverte, ou en tout cas mon analyse de la science ouverte. Finalement, nous observons depuis près de 2 décennies des dynamiques liées aux démarches ouvertes. Il y a des open à peu près partout. En effet, sous l'impulsion du libre accès aux ressources scientifiques, mais aussi dans une certaine mesure des humanités numériques, ces mouvements ont traîné avec eux une multitude d'initiatives ou mouvements dont le dénominateur commun est l'openness, donc l'ouverture, lequel se décline au gré des sujets, archives ouvertes, carnets de recherche ouvertes, données ouvertes, évaluation ouverte par les pairs, code source ouverte, ressources éducatives ouvertes, et d'autres associés, mais sans le terme open, comme la science citoyenne ou encore les réseaux sociaux scientifiques. Ici, il faut bien comprendre que l'ouverture doit être entendue comme le fait de rendre accessible à quelqu'un ou à quelque chose qui ne l'était pas. Le quelqu'un étant entendu comme tout le monde, que ce soit le particulier, le professionnel, les institutions, les organisations à but lucratif ou non, et le quelque chose devant s'entendre comme les robots ou bots qui vont pouvoir parser l'ensemble de ces données. Mais ouvert et se faisant accessible ne signifie pas pour autant gratuit, ou en tout cas pas pour tout le monde, ni dans un cas ni dans l'autre. Alors il va sans dire que l'ouverture et la libre circulation de l'information nourrit des idéologies contradictoires, comme le soulignent Fidelia Ibekwe-San Juan et Françoise Pakiensegui.
Si le courant libertaire prône l'ouverture et la collaboration comme doctrine pour l'élaboration des biens et des connaissances, le courant ultralibéral y discerne quant à lui une opportunité pour investir dans des domaines jusque-là protégés des lois du marché. Tentant de maîtriser les pratiques liées aux technologies de l'information et de la communication, y compris pour son propre compte, le courant régalien, lui, se voit jouer les arbitres entre ces deux courants, lesquels se rejoignent toutefois sur leur défiance à l'encontre de cette régulation étatique. Quelles que soient les intentions portées à cette dynamique, toutes ces démarches d'ouverture sont désormais regroupées donc sous le terme générique de science ouverte, afin d'en assurer notamment la gouvernance informationnelle et stratégique. Mais pas que. Pour l'OCDE, dès 2015, la science ouverte doit permettre l'accessibilité numérique au public et sans restriction des principaux résultats de la recherche financés par des fonds publics, ce qui comprend les publications et, vous l'aurez compris, les données de la recherche. Selon la Commission européenne, en 2016, la science ouverte représente une nouvelle approche du processus scientifique basée sur le travail de coopération et de nouvelles façons de diffuser les connaissances en utilisant les technologies numériques et de nouveaux outils de collaboration. Je ne reprendrai pas tous les discours d'escorte de la science ouverte et du plan S, mais souligne néanmoins qu'il existe 3 axes prioritaires. Généraliser l'accès ouvert aux publications scientifiques, cela devient une obligation. Structurer et ouvrir les données de la recherche, désignées comme la matière première de la connaissance. S'inscrire dans une dynamique durable européenne et internationale. Alors, comme nous l'avons vu avec le cas d'Elsevier, les principaux éditeurs commerciaux se sont déjà lancés dans la conquête des données et des articles de données, les fameux data papers, nouvel Eldorado scientifique dont les potentialités d'exploitation ne font que s'esquisser, mais dont les perspectives réservent aux détenteurs des droits de substantiels revenus. Et nous ne faisons à l'heure actuelle qu'effleurer la virtualité de ce 4e paradigme. Les propos de Frédérique Vidal, alors ministre de l'Enseignement, de la Recherche et de l'Innovation en France, tenus en juillet 2018 et qui étaient énoncés lors du plan S et mis en bonne page du site Ouvrir la science, dit que la science est un bien commun que nous devons partager le plus largement possible. Le rôle des pouvoirs publics est de rétablir la fonction initiale de la science comme facteur d'enrichissement collectif. Ceci entraîne, à mon sens, un glissement sémantique sans équivoque de la recherche scientifique publique vers la sphère socio-économique privée. Je vous laisserai par ailleurs apprécier la terminologie employée et en particulier l'usage du verbe rétablir et les sous-entendus inhérents, et je vous invite à consulter d'ailleurs les définitions du CNRTL. Si les partages et les transferts de connaissances, compétences publiques-privées ne peuvent être que bénéfiques, il semble néanmoins important de veiller à ce que cela ne soit pas unilatéral et entraîne des dérives significatives comme ce fut et reste le cas pour l'édition de la recherche. Au niveau macro, donc au niveau des institutions, la science ouverte consiste donc au partage de connaissances, le plus souvent un libre accès, mais s'il y a des injonctions aux universitaires et aux institutions de jouer le jeu, les citoyens potentiellement pourraient en faire de même. Qu'en est-il des entreprises privées ? Personnellement, je doute qu'ils jouent le jeu du partage de ces données. Cela dit, il est vrai que ces derniers pourront en profiter pleinement pour l'enrichissement collectif. Du moins, faut-il espérer que ce soit réellement collectif. Donc, le partage de connaissances avec des acteurs pluriels, donc les universitaires, les citoyens, les institutions, les entreprises, les industriels. De plus en plus, d'ailleurs, on notera cette volonté de transversalité et de coopération au sein des appels à projets nationaux et internationaux. Le transfert de connaissances et de compétences est de bon ton. Et il faut reconnaître, par contre, que les évaluateurs, notamment dans le cadre de contrats publics, de projets publics-privés, insistent de plus en plus pour que les données de la recherche issues de ces partenariats soient également ouvertes.
Donc, reprenons, le partage de connaissances avec des acteurs pluriels aux motivations tout aussi diverses, ça on l'aura compris, mais néanmoins réunis autour de centres d'intérêt communs, voire de problématiques similaires. Alors, les rapports du Comité pour la science ouverte préconisent des licences Creative Commons les plus tolérantes, soit des licences qui vont permettre l'accès et la diffusion non commerciale du document de type CC BY. Or, comme je l'évoquais, s'il y a injonction pour les établissements publics de jouer le jeu, que les citoyens peuvent le faire également, le doute réside encore dans ce que l'on veut, dans ce que vont en faire les entreprises privées et si elles partageront véritablement les leurs. Petit exemple que je trouve très intéressant, rapporté par Marin Dacos pendant le FNSO en 2019 et qui fait l'écho d'une enquête du programme de recherche Open Edition Lab, appropriation du savoir ouvert. Il signale que parmi les accès identifiés par des entreprises dans les 5000 IP consultant le plus Open Edition, les 3 principales organisations privées et qui ont des taux de consultation supérieurs à certaines universités suisses, par exemple, sont le Crédit Mutuel, Dassault ou encore AXA. Alors, bien sûr, par principe, on nous préconise des licences Creative Commons les plus tolérantes possibles, mais dans le même temps, on recommande aussi de rester aussi ouvert que possible et aussi fermé que nécessaire. L'idée étant donc d'ouvrir les données une fois que celles-ci auront été largement exploitées en amont. Évidemment, certaines données sensibles ne sont pas destinées à être ouvertes. Nous nous retrouvons donc face à une injonction paradoxale, pour reprendre le concept d'Erving Goffman, mais j'ai envie de dire que dans la fonction publique, nous sommes en quelque sorte coutumiers de ce phénomène d'injonction paradoxale. Alors, dans ces préceptes, la science ouverte n'est pas un concept récent. On pensera notamment au village global de McLuhan et Powers. Cette proximité et cette ouverture sont rendues possibles par les technologies issues de la sphère numérique, mais aussi par les modes de régulation et de contrôle, le fameux panoptisme numérique, permettant notamment une traçabilité de la propriété intellectuelle. Toutefois, la quête de nouveaux modèles d'affaires et de nouveaux modèles scientifiques également est centrale pour que chacun puisse tirer profit de ces apports. Au-delà du partage de connaissances, l'objectif résiderait donc dans une forme d'économie contributive, au sens de Bernard Stiegler, par innovation interne ou innovation ouverte, via l'intelligence collective des acteurs concernés. Ces démarches d'ouverture serviraient d'exemple et de modèle, espérons-le, aux entreprises. L'intelligence économique n'est plus vue comme un benchmarking sauvage, mais comme un partage raisonné de briques de connaissances et dans une perspective donc d'économie de la contribution. D'ailleurs, il semblerait que le gouvernement du Québec, à travers le ministère de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations, tente d'encourager les entreprises à mobiliser leurs pratiques de l'innovation ouverte. Selon la définition donnée au sein de l'article de Lise Gala, l'innovation ouverte sortirait du giron de la recherche et du développement ou du marketing et pourrait prendre 2 formes utiles à l'entreprise. Le outside in, qui consiste à trouver des connaissances, des méthodes ou des technologies à l'extérieur de l'entreprise pour enrichir ses propres processus d'innovation, et le inside out, qui vise à mieux valoriser sa propriété intellectuelle à l'extérieur, la plupart du temps sous forme de licence. D'ailleurs, lorsque l'on regarde attentivement la taxonomie de la science ouverte, il semblerait que ce soit davantage le outside in issu du privé dont nous devrions nous inspirer dans nos pratiques d'inside out et notamment la nécessité de penser systématiquement aux licences.
Alors, les décisions politiques liées au plan S ont de manière systémique des incidences au niveau méso, soit au niveau des universités et des établissements de recherche. Ne perdons pas de vue que la science ouverte a pour objectif la gouvernance informationnelle et stratégique de l'information scientifique et technique produite par les établissements. Parmi les mesures à prendre, nous pouvons citer l'étude conduite par Odile Contat pour le DGRI, qui dresse le portrait robot des actions menées par un établissement mobilisé donc dans les démarches de la science ouverte et que vous voyez donc à l'écran. Cette consultation rapporte que les établissements ont rattaché les missions de science ouverte à la vice-présidence de la recherche, ont intégré ces démarches à la fois d'un point de vue structurel, opérationnel et fonctionnel, et s'appuie donc sur les services existants pour assurer la transition et l'information auprès des chercheurs et enseignants-chercheurs. Sollicite également les infrastructures nationales et crée des outils techniques mutualisés. Ainsi présenté, nous pourrions dire que cela ne va pas, in fine, révolutionner les établissements ni le paysage de la recherche. Mais lorsque l'on consulte la taxonomie de la science ouverte dressée par le projet européen Foster, l'on peut d'une part s'interroger sur la nuance à apporter au développement de nouvelles pratiques quotidiennes par les chercheurs, relatées dans le 3e axe prioritaire de la science ouverte, et d'autre part questionner la fonction et les missions à venir du chercheur, tant les ramifications indiquées impliquent comme gestion administrative, charges qui reviendront naturellement s'ajouter à celles déjà multiples et nombreuses existantes. Car la science ouverte doit permettre de partager et réutiliser librement les données de la connaissance, mais aussi les méthodologies, les pratiques, les technologies entre différentes disciplines, ce à travers le monde, afin de relever conjointement les défis sociaux, sociétaux, économiques et politiques de demain. Ça, c'est l'objectif. Les problématiques liées à la structuration des données et à leur interopérabilité constituent les facteurs clés de cette réussite. Ça, c'est l'une des conséquences de cet objectif, l'interopérabilité. Interopérabilité qui conduit à une nouvelle approche du processus scientifique basée sur le travail en coopération, de nouvelles façons de diffuser les connaissances en utilisant les technologies numériques et de nouveaux outils de collaboration, c'est-à-dire l'obligation de laisser des traces numériques de toutes nos actions. La science ouverte consiste donc à étendre les principes d'ouverture à l'ensemble du cycle de recherche, à favoriser le partage et la collaboration le plus tôt possible, et cela implique aussi un changement de paradigme, tout au moins, dans la gestion de sa recherche pour le chercheur. La figure que vous voyez à l'écran donne un petit aperçu des étapes supplémentaires dues à la science ouverte et impactant le cycle de la recherche. Celui-ci alterne entre planification, action et évaluation. Donc au niveau micro à présent, soit au niveau du chercheur, il va donc falloir adapter nos méthodes de travail, non seulement en ce qui concerne les structures et les processus de recherche, mais aussi nos valeurs, nos attitudes et nos comportements. Car ces étapes constituent les meilleures pratiques à adopter et seront évidemment nécessaires pour obtenir un quelconque financement. Au-delà du financement de la recherche, la prise en compte de ces pratiques d'ouverture, que ce soit vis-à-vis des publications ou des données dans l'évaluation des chercheurs et donc l'évaluation de leur carrière, constitue aussi un autre levier, vous l'aurez compris, mis en avant par les instances. À noter aussi la montée en puissance du modèle FAIR, pour Findable, Accessible, Interoperable et Reusable, vous excuserez mon anglais, 4 indicateurs clés à ne plus négliger et à intégrer promptement dans vos pratiques de recherche, du moins si vous souhaitez les voir financées.
Donc, chers collègues, il va falloir dorénavant penser en termes de plan de gestion de données et de manière plus profonde devenir un genre d'auto-entrepreneur de la recherche. Une recherche qui va être de plus en plus normée et où les normes techniques liées aux architectes et donc à cette phénoménotechnique où les normes techniques vont imposer de nouvelles façons de faire la science et de la produire. Alors, les travaux menés sur la science ouverte sont d'ores et déjà en train de penser les modèles et les techniques de stockage, de diffusion et de réutilisation. Et il est important de penser les techniques qui vont contribuer à la science ouverte, et c'est déjà ce qui est fait. Si je défends la thèse d'un constructivisme scientifique, dont je ne parlerai pas ici, il est néanmoins, de mon point de vue, indispensable de considérer la science ouverte comme un projet de connaissance qui doit prendre en considération l'ensemble de l'écosystème scientifique, et j'ai envie de dire que c'est un petit peu là où le bas blesse. En effet, le design de la recherche et les développements en cours, en tout cas les plus prégnants, prennent comme référence les sciences dites dures, et les projets en faveur des sciences sensibles restent trop minoritaires. Considérer l'écosystème est donc un prérequis pour co-construire des projets de connaissances centrés sur les pratiques et les usages des chercheurs. Comme il n'existe pas une vérité, il n'existe pas non plus une façon de faire de la recherche scientifique, ni un modèle de pensée et d'action auquel tout un chacun devrait se plier. Il est donc nécessaire de concevoir des dispositifs de science ouverte au regard des différentes normes et des différents enjeux des acteurs scientifiques, d'appréhender les processus de sense-making organisationnel au sens de Weick des communautés de chercheurs, afin d'adapter ces systèmes d'information et de collaboration à leur schéma d'action, à leur habitus, et permettre in fine une gouvernance informationnelle efficiente. C'est donc tout l'écosystème scientifique qui va subir cette nécessaire révolution de la science ouverte, pour reprendre les mots du CNRS, via le développement des infrastructures numériques impulsées par la science ouverte. Les bonnes pratiques inhérentes supposent également une montée en compétence des différents acteurs des établissements de recherche, voire la création de nouveaux métiers, dont celui d'administrateur de données de la recherche, et une institutionnalisation rapide des procédures qui en découlent. Procédures et protocoles largement inspirés des approches positivistes. Il est clair que l'accommodation-appropriation de ces démarches en LLA et SHS va, de mon point de vue, nécessiter quelques ajustements pratico-techniques. Que rajouter si ce n'est de vous impliquer dans les développements technoscientifiques en cours pour faire entendre vos voix et vos pratiques, et pour ne pas être victime d'une fracture scientifique numérique. Je parle bien évidemment au niveau des LLA SHS. Et en termes de mots de la fin, je vous laisse tirer les conclusions de ces quelques chiffres de l'ANR 2023, qui ont été publiés récemment par AEF. Merci de votre attention.